Le 13 juillet 2019, une caméra de vidéosurveillance d'une petite station-service de Colombie-Britannique, province la plus à l'ouest du Canada, enregistre un jeune couple. Lucas Robertson Fowler et sa petite amie China 10. Ils sont en plein road trip et ont décidé de s'arrêter quelques minutes pour faire le plein d'essence. Il est 19h34 sur les images, c'est la fin d'une belle journée ensoleillée. Ils prennent le temps de se serrer dans les bras et de s'acheter un petit truc à manger dans la boutique. Les deux amoureux envisagent de passer la nuit un petit peu plus loin. Malheureusement, ces images-là sont les toutes dernières images du couple vivant, parce que leurs corps seront retrouvés près de leur camionnette 2 jours plus tard, le long d'une route à environ 20 km au sud de Liard Hot Springs. Clairement, ils ont été assassinés. Mais par qui? Pour quelle raison? Et surtout, y a-t-il un lien avec la découverte d'un autre corps? Commençons par une petite présentation du couple. Lucas Fowler a 23 ans, il est né le 30 septembre 1995 à Port Macquarie en Australie et a grandi à Sydney. Il est le 4e enfant de la famille Fowler. Son père s'appelle Stephen Fowler. Il est inspecteur principal de la police de l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud. Et sa mère, c'est Shannon Fowler. Il a grandi auprès de ses 2 frères, Jacob et Isaac, et de sa sœur prénommée Savannah. À l'âge adulte, Lucas s'est décrit comme étant réfléchi, aimant l'aventure et le plein air, passionné par le vélo, le camping et les voyages. C'est cet amour pour le dépaysement qui l'amène à entamer un tour du monde en 2016. Et c'est durant cette aventure, une aventure qui va durer 2 ans, qu'il va faire la rencontre de China 10 en Croatie. China, c'est cette jolie jeune femme née le 25 janvier 1995 en Caroline du Nord, sur la côte est des États-Unis. Sa mère s'appelle Sheila et le nom de son père, c'est Dwayne. Elle a un frère et une sœur. Selon sa famille, c'était une jeune femme solaire, très appréciée par ses amis et tout comme Lucas, passionnée par les voyages. Un intérêt commun qui va les rassembler. Ils tombent très vite amoureux quand ils se croisent en Croatie. Ensemble, ils vont nourrir des projets et Lucas va même passer, écoutez bien, 3 mois en Caroline du Nord dans la maison familiale de China. Une famille qui va tout de suite l'adopter. Pour la mère de China, d'ailleurs, c'est une évidence, hein. Ils sont faits l'un pour l'autre. Ils vont se marier, elle en est quasi certaine, il y a cette osmose entre les deux. Mais il y a un petit frein quand même. Le frein, c'est la distance. Ils vivent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Je l'ai dit, elle en Caroline du Nord, lui en Australie. Mais les deux veulent que cette histoire dure. Lucas obtient un permis vacances-travail au Canada, en Colombie-Britannique. Un permis qui va lui permettre de travailler dans une ferme, de se rapprocher un petit peu plus de sa dulcinée. Et dans cette ferme, il va s'occuper des animaux. Et assez vite, encore une fois, il est rejoint par l'amour de sa vie, China. Une fois tous les deux réunis, ils se rendent compte qu'ils ont envie d'autre chose finalement. Devinez quoi? De voyager, de voir du pays, visiter les coins reculés du Canada et prendre la direction de l'Alaska, c'est plus qu'un rêve, ils veulent le faire. Ils mettent leurs économies en commun. Ils achètent une camionnette Chevrolet bleue de 1986, immatriculée dans la province voisine de l'Alberta. Et c'est comme ça qu'au soir du 13 juillet 2019, on les retrouve dans cette station-service de Fort Nelson, sur la route de leur première destination, les sources chaudes de la rivière Liard, un parc provincial créé en 1957, une étape incontournable dans la région. Ils sont enregistrés, comme vous le voyez, à 19h30, s'arrêtant près d'une pompe à essence. Lucas fait le plein de la camionnette, China s'occupe des vitres.
Et le couple s'enlace, amoureusement, à 19h37. Ils sont heureux. À 19h38, Shaina se dirige vers la boutique, suivie de Lucas, pour payer l'essence. Et on les voit ressortir tous les deux à 19h46. Shaina a acheté une glace, on voit la glace qu'elle tient dans sa main. À 19h47, le van s'en va, direction leur première destination. Ce sont là leurs dernières traces de vie filmées. Parce que le lendemain, le 14 juillet, ils seront vus par des témoins. Un mécanicien prénommé Curtis et sa femme Sandra, qui passaient par là aux alentours de 15h20, sur le bord de la route, à 20 km des sources chaudes de la rivière Liard. Les deux témoins racontent à la police que Lucas et Shaina étaient en panne, mais pas paniqués plus que ça, puisqu'ils pique-niquaient tranquillement, en attendant un camion de dépannage. Ils leur ont expliqué qu'ils avaient la situation en main, qu'ils pouvaient continuer leur route. Curtis, en tant que mécanicien, a tout de même proposé son aide, il a insisté, mais les jeunes gens ont refusé poliment. Cependant, quelques heures plus tard, au petit matin du 15 juillet, la camionnette du couple est retrouvée au même endroit par un certain Trevor, un camionneur qui passait par là. Il est 7h le matin. La camionnette n'a pas bougé, les portes arrière sont ouvertes et une des vitres, comme vous pouvez le constater sur cette image, est brisée. En s'approchant un petit peu plus, Trevor découvre les corps sans vie de Lucas et Shaina dans le fossé, face contre terre, à 5 mètres l'un de l'autre, une balle dans la tête. 5 douilles seront d'ailleurs retrouvées sur la scène de crime. C'est clairement un meurtre de sang-froid. C'est assez inexplicable en fait à ce moment-là. Les questions qu'on se pose sont les suivantes. Que s'est-il passé entre le moment où on les voit pique-niquer, selon les témoins, et le moment où on retrouve leur corps? Ont-ils fait une mauvaise rencontre? Y a-t-il eu une dispute avec d'autres personnes? La police commence par lancer des appels à témoins, à toute personne qui pourrait avoir des images de dashcam, vous savez, ces caméras embarquées dans les voitures, sur la route de l'Alaska entre le 14 juillet à 16h et le lundi 15 juillet à 8h. Mais c'est l'impasse. C'est l'impasse jusqu'à cette nouvelle effroyable découverte. 5 jours plus tard, le 19 juillet, à 200 km de cette scène de crime, au sud de Dease Lake, sur l'autoroute 37, un nouveau corps est retrouvé. On apprendra plus tard, grâce à un portrait robot qui sera émis par la police, reconnu par la femme de la victime, que ce corps est celui de Leonard Dick, un professeur de botanique, âgé de 64 ans, habitant à Vancouver, marié et père de 2 enfants. Un homme sans histoire, passionné par ses recherches sur les algues. Un homme qui aimait parfois camper seul dans cette région qu'il aime tant. Lui aussi, ça c'est intriguant, a été tué par balle, les mêmes douilles que celles retrouvées près des corps de Lucas et Shaina sont retrouvées. La mort de Léonard est-elle reliée à celle du couple? Et est-elle reliée à l'incendie, semble-t-il volontaire, d'un pick-up au sud du pont de la rivière Skitline, sur la route 37, à 2 km de là où on a retrouvé son corps à lui? Eh bien, les enquêteurs pensent que oui. Ils se demandent si on n'a pas affaire ici à une expédition mortelle. En utilisant les plaques d'immatriculation du pick-up, qui n'avaient pas été totalement détruites dans l'incendie, les enquêteurs retrouvent l'identité du propriétaire. C'est un jeune homme, prénommé Cam MacLeod. Il a tout juste 19 ans. Les enquêteurs contactent la petite amie de ce MacLeod, qui explique qu'il est parti il y a maintenant plusieurs jours en road trip dans la région avec un copain à lui, un certain Breyer Schmegelski. Et les deux, c'est ce que la petite amie raconte à la police, n'ont pas donné de nouvelles depuis leur départ, ce qui inquiète quelque peu les familles. Donc ce pick-up incendié, c'est plus qu'inquiétant, puisque c'est le véhicule qu'ils utilisent pour leur road trip. En fouillant dans la vie de ces 2 garçons, les policiers font des trouvailles quelque peu flippantes. Ils sont originaires de Port Alberni, située sur l'île de Vancouver, dans la province de Colombie-Britannique, une ville d'environ 18 000 habitants dont l'économie
repose essentiellement sur la pêche au saumon et la foresterie. C'est là-bas que les deux copains travaillent comme employés dans un Walmart local. Ils sont amis depuis l'enfance et ont cette passion commune pour les jeux vidéo, des jeux de guerre essentiellement. Ils y passent du temps, beaucoup de temps, trop de temps. Ils se sont complètement enfermés dans leur univers et ont perdu en l'espace de 2 ans, entre 2017 et 2019, tous leurs amis. C'est Brian qui est le plus inquiétant des deux. Ces derniers mois, il a commencé à s'intéresser au nazisme. Il a posté sur ses réseaux sociaux des photos de lui en tenue militaire, affichant clairement un brassard nazi. Pire, il a déjà évoqué son excitation quant à passer de la fiction au réel, des jeux vidéo à la vraie vie. À savoir, tirer sur des gens, comme il fait tous les jours dans Call of Duty. Beaucoup de ceux qui les connaissaient avaient trouvé leur comportement très étrange, c'est vrai, troublant, mais pas dangereux. Et si ces deux gars-là, n'avaient pas disparu comme le pense leur famille? Si ces deux-là étaient en fait les tueurs, emportés par une folie meurtrière? L'objectif des policiers à ce moment-là va être de retracer le parcours de Cam et Bryer avant, pendant et après les 3 meurtres. Tout commence 2 jours avant que Lucas et Shaina ne soient assassinés, le 12 juillet 2019. Ce jour-là, Cam et Bryer prennent la route et s'arrêtent une première fois à Cabella pour acheter un gâteau et une carabine semi-automatique. Le 15 juillet, le jour de la mort du couple, ils sont enregistrés beaucoup plus loin, donc semble-t-il après avoir commis leur acte, dans une station-service regardée près de Whitehorse, en train d'acheter un bidon d'essence. Le 19 juillet, on les retrouve encore une fois dans une station-service près de Terrace. Ils conduisent, et ça on peut le distinguer encore une fois sur les images, une Toyota RAV4 grise de 2011, qui n'est pas leur voiture, parce que la voiture avec laquelle ils sont partis quelques jours plus tôt, c'est le pick-up appartenant à Cam qu'on a retrouvé incendié. C'est là en fait qu'on comprend que la Toyota qu'on voit sur les images appartient en fait à Leonard Dick, et ce sera confirmé par sa femme à lui. Et il n'y a plus de doute. Les deux gars sont les tueurs. Ils l'ont tué. Ils lui ont piqué sa voiture et ont incendié le pick-up. Le 21 juillet, on retrouve le duo dans un magasin de Meadow Lake, dans la province canadienne de Saskatchewan. Ils ont à ce moment-là parcouru déjà plus de 2000 km et se dirigent vers la baie d'Hudson. Le 23 juillet 2019, Cam et Bryer ont parcouru alors 3200 km sur 4 provinces canadiennes en 10 jours. Une chasse à l'homme à l'échelle nationale est lancée par la Gendarmerie royale du Canada, qui, vous l'avez compris, n'a plus de doute quant à leur implication dans les meurtres. Leurs visages sont diffusés sur toutes les télés. Une photo de la voiture, la Toyota, est également partagée. La police demande à tous ceux qui les croisent de ne pas les approcher parce qu'ils sont dangereux. Plus de 1000 agents sont mobilisés pour traquer les fugitifs. Une traque qui va basculer quelques heures après l'annonce de la GRC. Un appel venant de Bird, une communauté autochtone de Fox Lake Cree Nation d'environ 200 personnes au milieu de la forêt au nord de Manitoba, à 55 km de l'épicerie et de la station-service les plus proches, à Gillam. L'appel provient d'une petite maison où vivent Billy, Tamara Birdie et leurs enfants. Cette famille vit ici depuis 1971, au moment où les premières maisons de Bird ont été construites et n'étaient guère plus que des cabanes. C'est simple, quand ils sont arrivés ici, il n'y avait ni eau courante ni électricité. Les résidents coupaient du bois pour se chauffer et s'éclairer et partager la nourriture de leur voyage de pêche et de chasse. Billy et Tamara racontent aux policiers qu'ils rentraient chez eux après avoir cueilli des fraises avec leur plus jeune fille, lorsqu'ils ont repéré de la fumée noire s'échappant dans le ciel. C'était le soir du 22 juillet. Ils n'étaient pas sûrs de ce qui était en feu précisément, alors ils sont allés vérifier, notamment pour savoir si quelqu'un était en danger. C'est là qu'ils ont vu un véhicule en flammes dans un fossé à côté de la route provinciale 290, près de Sundance Creek. Inquiet encore une fois que quelqu'un soit coincé à l'intérieur, Billy
a dit à sa femme et à sa fille de rester dans le camion pendant qu'il allait jeter un œil. Mais les flammes et la fumée étaient tellement intenses qu'il a dû reculer. On vient, à l'instant, de retrouver la voiture des deux fugitifs. Mais les deux ne sont pas à l'intérieur, il n'y a personne. Et les recherches pour les retrouver s'annoncent très complexes. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a tellement de terres espacées dans le nord de Manitoba qu'il est très difficile d'enfouiller chaque centimètre carré. Seul Billy Birdie connaît bien le coin puisqu'il y vit depuis de nombreuses années. Et c'est un habitué de chasse, de pêche. Il connaît quasiment la forêt comme sa poche. C'est alors qu'une dizaine d'agents de la GRC envahit la région avec des fusils d'assaut, des chiens renifleurs, des drones, des quads. Il y a un avion aussi de la police équipé d'une caméra infrarouge qui survole la zone, mais rien. Les chiens principalement ne détectent pas d'odeur parce qu'en fait, vous l'avez compris, il y a trop de temps qui s'est écoulé entre le moment où le véhicule est retrouvé et le début de la chasse à l'homme 2 jours plus tard. On a un petit peu tardé. Ils sont peut-être déjà loin s'ils se sont enfuis. Ils ont très bien pu suivre la voie ferrée, monter dans un train ou faire du stop dans une zone où rares finalement sont ceux qui réfléchissent à 2 fois avant d'aider un étranger sur la route. Ils auraient aussi pu trouver un bateau. Ils peuvent se cacher dans la cabane d'un trappeur, un chasseur, ou même avoir atteint le nord jusqu'à la baie d'Hudson. Avec autant de possibilités à considérer, les recherches s'étendent sur 11 000 km², c'est énorme. Ces recherches, cette agitation soudaine, ça met de la pression au sein de la communauté locale qui n'est pas habituée. Ils ont l'habitude de vivre entre eux, que ce soit calme. Ils ne veulent plus quitter leur maison, ils ont du mal à dormir, mais ils aident aux recherches. Notamment Billy Birdie, qui patrouille avec son quad sur les routes de gravier et sentiers de Bird. Aidé par d'autres membres de la communauté, il surveille jour et nuit. Il y a 2 avions militaires également qui se joignent aux recherches le 27 juillet. Un CC-130H Hercule de l'aviation canadienne, doté d'observateurs qualifiés en recherche et en sauvetage, et un CP-140 Aurora doté de capacités de surveillance spécialisées, notamment une caméra infrarouge. Et vous l'imaginez, les recherches sont de plus en plus médiatisées. C'était important de donner les modèles des avions pour que vous compreniez que tout est mis en œuvre dans ces recherches pour qu'on retrouve au plus vite ces 2 fugitifs. Mais on ne trouve rien et on se pose même la question à un moment donné si finalement Cam et Bryer ne sont pas très loin. Peut-être qu'ils n'ont jamais quitté la région, on recherche loin, mais peut-être qu'ils se sont simplement enfoncés dans les bois et qu'ils n'ont pas forcément pris en compte la difficulté du terrain et les conditions climatiques. Il fait très chaud la journée, froid la nuit, parce que les bois ici, dans cette région, ne ressemblent pas à ceux du sud du Canada. Une fois dans la forêt, vous êtes englouti par les arbres, poursuivi par les moustiques. Il est difficile de voir grand-chose au-delà de quelques mètres. Parfois le sol est marécageux et les sentiers sont rares. On peut facilement se perdre. Peut-être se sont-ils perdus, peut-être se sont-ils enfoncés, peut-être ne sont-ils plus en vie. Des découvertes vont donner raison à cette hypothèse. Le 29 juillet, la police découvre plusieurs objets appartenant aux suspects, notamment des centaines de cartouches. On trouve un sac à dos, les vêtements et le portefeuille de Cam McLeod contenant sa pièce d'identité. Dans le sac à dos, on trouve également une boîte pleine de munitions. Les policiers émettent l'hypothèse en fait que les 2 suspects des meurtres déchargeaient au fur et à mesure de leur avancée à travers les bois leur sac à dos. C'est pour ça qu'ils ont laissé plein de munitions, parce qu'en fait ils étaient lourds et c'était le seul moyen de décharger leur sac. Mais la dernière avancée va arriver d'un guide qui naviguait sur le fleuve Nelson avec un groupe de touristes en direction du lieu historique national de York Factory. Durant cette traversée, le guide repère un sac de couchage bleu dans l'eau, emmêlé dans des saules près de la baie d'Hudson. Il prévient la GRC qui envoie son hélicoptère pour confirmer. Et l'hélicoptère va découvrir d'autres objets ainsi qu'une barque. Parmi ces objets, on a un sac de couchage bleu et un sac à dos noir. Ces objets
sont trouvés sous une haute falaise et près des grands rapides. Et ce sac à dos, écoutez bien, contient des articles de toilette, notamment un rasoir et du shampoing. Le sac à dos en question et le sac de couchage appartiennent à Leonard Dick. Le problème dans tout ça, c'est que malgré ces trouvailles qui nous permettent de confirmer l'hypothèse qu'on a émise avant, on ne sait toujours pas où se trouvent les deux fugitifs. On imagine même qu'ils ont pu, encore une fois, périr et que leur corps a été emporté par les rapides. Les recherches sont à deux doigts d'être stoppées. Mais avant d'arrêter définitivement les recherches, le chef de la police demande d'approfondir une toute dernière fois la zone où le sac de couchage et le sac à dos ont été retrouvés 5 jours plus tôt. Il sent au fond de lui qu'il faut y retourner. Alors pour ça, la gendarmerie se tourne de nouveau vers notre Billy Birdie. C'est lui qui est chargé de ramener 3 agents et un pisteur sur le fleuve Nelson. Ils partent peu après 9 heures du matin ce jour-là. Les agents ne savent pas exactement où le sac de couchage et le sac à dos ont été retrouvés. On y va un petit peu à l'aveugle, on sait que c'est dans cette zone, mais sans plus de précision. Sauf que Birdie, lui, a de la mémoire, il se rappelle. Il se rappelle plus ou moins l'endroit, proche des rapides. Une fois arrivé proche des rapides, Billy Birdie coupe le moteur de son bateau. Il sait à ce moment-là qu'il doit faire vite pour scruter les environs parce que le courant est de plus en plus rapide et qu'après ils seront en difficulté, il faut faire vite. C'est alors que Billy remarque un corbeau un peu plus loin. Un corbeau près des broussailles. Il le dit à l'officier qui est derrière lui, il lui dit « Mais t'as vu ça ?» L'officier lui dit « Oui, c'est un corbeau. » Et là, Billy Birdie lui dit « Oui, mais s'il y a un corbeau, ça il le sait, c'est qu'il y a quelque chose. » Il tourne le bateau et se dirige vers l'endroit où se trouve le corbeau. C'est un chasseur, Billy, depuis toujours. Il sait que si il y a un corbeau ici, c'est qu'il cherche à se nourrir de quelque chose. Et effectivement, une fois arrivés sur le rivage, ils aperçoivent l'un des 2 fugitifs dans les broussailles, en pente. Il s'agit de Cam MacLeod. Un agent de la GRC sort du bateau, lève son arme, mais Cam MacLeod est mort. Il porte une barbe, il est vêtu d'un haut de camouflage et d'un pantalon de pluie noir. Bryer Schmegelski est lui retrouvé à environ 2 mètres plus bas sur la pente. Il est vêtu en tenue de camouflage complète. On retrouve donc leur corps. 2 fusils semi-automatiques qui sont les armes des crimes et une caméra vidéo appartenant à Leonard Dick. La police en tire les conclusions suivantes. Les 2 hommes se sont donné la mort. C'est Cam MacLeod qui a tiré le premier sur son ami avant de se donner la mort. Les 2 hommes ont expliqué leurs gestes dans l'une des 6 vidéos enregistrées avec l'appareil photo numérique de Leonard Dick. Ils ont reconnu avoir commis les 3 meurtres sans manifester de remords. Dans la première vidéo, c'est Bryer qui s'exprime. Il parle d'un plan farfelu visant à marcher vers la baie d'Hudson et à détourner un bateau pour s'échapper vers l'Europe ou l'Afrique. Dans la deuxième vidéo, il explique qu'il prévoyait de tuer davantage de personnes et qu'ils s'attendaient à être eux-mêmes morts dans 1 semaine tout au plus. Et enfin, dans la dernière vidéo, Bryer fait le vœu d'être incinéré. La police ne sait pas exactement quand les vidéos ont été tournées, ni pourquoi ces 2 hommes ont tué Lucas, Shaina et Leonard. Ils ne savent pas non plus depuis combien de temps les 2 hommes sont morts dans ces broussailles au bord du fleuve Nelson, mais ils pensent qu'ils étaient en vie depuis au moins quelques jours et qu'ils s'étaient peut-être en fait retrouvés piégés, incapables de traverser les eaux dangereuses et incapables de remonter la rivière. C'est donc la fin de 2 semaines intenses pour les habitants de Bird et de Gillam, 2 semaines intenses de recherche, 2 semaines intenses de peur aussi. Savoir que durant ces 2 semaines, les habitants avaient peur de s'éloigner de chez eux, avaient peur de laisser leurs enfants jouer seuls dehors comme ils avaient l'habitude de le faire. Certains avaient du mal à dormir la nuit et garder des fusils de chasse à côté de leur lit au cas où les fugitifs se précipiteraient soudainement vers leur communauté. Ils n'ont jamais connu ça. Après la découverte des 2 corps, ils ont pu reprendre leurs activités, leur quotidien. Ils ont été mis
sous le feu des projecteurs pendant 2 semaines et enfin, eh bien, tout le monde a pu partir, les gendarmes ont pu partir, les camions de gendarmerie aussi ont pu laisser place à enfin une vraie vie paisible pour ses habitants. Cam McLeod et Brian Schmegelski sont donc morts sans avoir expliqué la raison de cette tuerie. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça, même si on devine qu'ils ont été pris par une folie meurtrière. Billy Birdie, qui a beaucoup aidé les gendarmes dans les recherches, lui qui connaît encore une fois parfaitement la région, va être honoré quelques semaines plus tard. Il est considéré comme un héros national. Mais d'après les informations que j'ai pu trouver, Billy Birdie s'est éteint le 8 mars 2024, chez lui, à l'âge de 54 ans. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Road Trip Mortel, c'était le nom de cette vidéo. Sachez que je vous ai mis évidemment, comme d'habitude, toutes les sources que j'ai utilisées pour élaborer le script de cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, en savoir un petit peu plus, eh bien, allez faire un tour sur les sources. Ça vous permettra peut-être d'aller plus loin que ce que je vous ai partagé aujourd'hui, puisque quand on fait une vidéo, généralement, on essaie aussi de raccourcir un maximum, de vous apporter un max de détails, mais aussi que ce ne soit pas non plus trop long. Enfin, je ne vais pas trop m'embourber dans des explications un peu inutiles. Bref, merci encore pour votre fidélité. J'espère que tout va bien de votre côté. J'ai envie pour les prochaines vidéos, notamment peut-être pour cet été, de vous repartager, vous repartager des histoires qui peuvent être connues. Je dis n'importe quoi, mais par exemple l'histoire de Magnotta, Rocco Magnotta, qu'on a appelé le dépeceur de Montréal. Par exemple, des histoires comme celle-ci, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Est-ce que vous serez au rendez-vous? Est-ce que vous avez envie de le redécouvrir avec ma voix, à ma façon? Il y en a d'autres évidemment, mais je pense à celle-là par exemple. Et si vous avez des idées, eh bien mettez-les moi également en commentaire. Et ça me permettra de voir aussi que vous êtes allé au bout de la vidéo. Dans tous les cas, je vous fais un gros bisou. On devient de plus en plus proche, hein. Je pense que vous l'avez remarqué. On se retrouve très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.